Alors, pour le cancer du poumon, c'est l'un des premiers cancers au monde au niveau du BDC. On a deux types de cancer du poumon. On a le cancer carcinome à la petite cellule qui représente 20% et le carcinome à la petite cellule qui représente 80%. Au niveau de mes travaux, je travaille surtout sur ce type histologique, sachant que celle-ci, on retrouve trois types histologiques. Le carcinome à grande cellule, 20%, les adénocarcinomes, 40%, et les cancers hypernoïdes, 40%. Cependant, ce cancer CBNPC, il a été montré dans la littérature une présence d'une réponse immunitaire antitumorale. Et surtout, cette réponse est due principalement aux lymphocytes T cytotoxiques CTL, qui sont spécifiques des cellules tumorales grâce à la reconnaissance de l'antigène tumoral par le CMH. Pour cela, lors de formation d'une tumeur dans le tissu périphérique, les cellules de la réponse immunitaire innée, telles que les NK et NKT, qui sont natural killers, vont migrer au site tumoral et vont induire la lise du site tumoral. Cela va permettre la libération d'antigènes associés à la tumeur LTA. Ces antigènes vont être captés par les cellules dendritiques immatures, qui va permettre la maturation d'une part par la meilleure présentation de ces antigènes par la molécule CMH et le complexe majeur histocompatibilité de type 1. Et en plus, elle va améliorer l'activation des lymphocytes T grâce à l'expression de molécules activatrices CD80 et CD86. Une fois activée, elle aura un tropisme ganglionnaire qui va lui permettre de migrer au ganglion lymphatique où elle pourra activer les cellules adaptatives telles que les lymphocytes TCD8. L'activation se passe par deux étapes. La reconnaissance du peptide CMH par le PCR et d'une autre part, la reconnaissance le deuxième signal qui est le signal CD80-CD28 ou CD86-CD28. Une fois activé, ce lymphocyte T CD8 va migrer au site tumoral grâce au vaisseau sanguin. D'une part, aussi, les cellules limitées adaptatives innées vont sécréter des chimiokines qui va permettre le recrutement de ces lymphocytes TCD8 à la tumeur. Ce lymphocyte, une fois qui est activé, va exprimer différentes molécules d'adhésion comme les intégrines. Ces intégrines vont aller se fixer à la membrane endothéliale qui va permettre la transformation de ces lymphocytes au site tumoral. Une fois le lymphocyte T au site tumoral, cela va induire la lise du cellules tumorales et la rémission du patient, de la maladie. En revanche, la tumeur peut avoir différents paramètres qui peuvent échapper au système immunitaire. C'est pour cela que Weinberg et ses collaborateurs, qui est un immunologue très spécifique, qui travaille surtout sur les différents cancers, a montré que la formation de cancer passait par 7 étapes. Il pouvait avoir différents mécanismes tels que l'échappement à l'apoptose par le cancer, l'angiogénèse afin que la tumeur soit bien infiltrée, le potentiel réplicatif illimité qui va échapper au système immunitaire, l'autosuffisance aux signaux de croissance, l'insensibilité aux inhibiteurs de croissance. La tumeur va induire aussi un micro-environnement inflammatoire afin d'échapper aux lymphocytes T, aux différentes cellules immunitaires. Et enfin, cela va permettre une invasion de tissu et une formation de différentes métastases. Ces mécanismes, la cellule tumorale peut avoir deux types de mécanismes d'échappement. On a des échappements qui sont extrinsèques aux cellules tumorales. Exemple, elle va induire un micro-environnement tumoral immunosuppresseur. Elle va sécréter différentes molécules telles que le VEGF, c'est un facteur de croissance pour induire la formation de nouveaux vaisseaux. GM-CSF aussi. Les interleukines telles que IL6, IL10, cela va permettre la transformation de lymphocytes T en lymphocytes T régulateurs pour inhiber la réponse immunitaire. Enfin, le TGF-bêta, les enzymes idolase. De plus, la tumeur peut recruter différentes cellules immunosuppressives afin de pouvoir échapper, telles que les macrophages associés aux tumeurs, les TAM, les cellules myéloïdes suppressives, les MDSC, et les lymphocytes T régulateurs qui sont les CD4, CD25. Cela va permettre de réguler les lymphocytes T et pour que la cellule tumorale puisse échapper à ces cellules. Dans l'autre côté, on a une deuxième stratégie qui est une stratégie intrinsèque aux cellules tumorales. À ce niveau-ci, ça va être la cellule tumorale qui va modifier l'immunogénicité tumorale. Pour cela, elle a deux étapes. Soit elle modifie l'expression des TA, des antigènes associés à la tumeur, à la surface,
Sinon, elle va modifier le moyen de la présentation qui sont les CMH. Elle va diminuer l'expression des CMH. Cela afin d'éviter l'activation de lymphocytes spécifique et pouvoir proliférer tout simplement. Sinon, les cellules tumorales peuvent aussi modifier les récepteurs à la membrane. Ce sont des récepteurs de domaine de mort comme les récepteurs de TNF, de FAS et DR4 et DR5. De plus, comme en normal, les cellules tumorales, les lymphocytes cytotoxiques utilisent la voie principale qui est la voie grand Z perforée afin de liser les cellules tumorales. La cellule tumorale, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va inhiber cette voie-ci au niveau des lymphocytes. Cela en surexprimant la protéine SERPI-PI9. De plus, pour échapper aux cellules tumorales et pour échapper à l'apoptose, à la mort cellulaire, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va diminuer les protéines pro-apoptotiques comme PAX, PAC, APAF1, caspase 8 et augmenter les protéines anti-apoptotiques comme BCL2, BCL-XL, MCL1, IAP. Enfin, en dernier, les cellules tumorales, elles peuvent aussi inactiver les lymphocytes BCD8. Cela, en exprimant les différents ligands du domaine de mort, comme FAS-L qui est le ligand de FAS, REL qui est le ligand de DR4, DR5, et alors, si la cellule tumorale exprime ses récepteurs, le lymphocyte BCD8 va exprimer ses récepteurs, va induire la mort de ces lymphocytes. D'une autre part, il y a d'autres ligands qui ont apparu ces derniers temps, qui a un domaine hyper important, qui est l'expression des ligands récepteurs inhibiteurs tels que le PDR1, PDL2 et GAM9. Ces récepteurs, en temps normal, sont exprimés par les cellules présentatrices d'antigènes, comme les macrophages, les cellules dendritiques, et le récepteur à ces ligands est exprimé en temps normal sur les cellules T exhaustes qui dit épuisées. Ce sont les cellules T, une fois avoir fait et lisé la cellule tumorale, ils vont être inhibés pour pas que le système immunitaire y ait une réponse contre le soi ou pour induire une réponse inflammatoire qui n'est pas désirée. Au niveau des récepteurs, on a deux types de récepteurs. On a des récepteurs activateurs, c'est les récepteurs qui vont activer le lymphocyte T pour avoir une meilleure réponse. On a ICOS, 4,1-BB, OXO40. Et aussi, on a des récepteurs inhibiteurs, comme PD1. CTLA4 qui est un anticorps qui est connu parce qu'il est utilisé récemment, ça fait une dizaine d'années, en essai clinique, il est en phase 2. BTLA et TIM3. L'interaction entre le ligand et le récepteur va induire le blocage de lymphocyte T, et cela se traduit dans différentes maladies, soit des maladies auto-immunes, soit dans le cancer, ou tout simplement, lorsque le lymphocyte T est très hyper spécifique au soi, le système immunitaire va le bloquer pour pas qu'il y ait un rejet, même dans la maladie du rejet, contre l'autre. À ce niveau, le but de mes travaux était d'une part caractériser phénotypiquement, fonctionnellement les lymphocytes T, surtout les CD8+, et les 103+, parce que ce sont les lymphocytes qui sont spécifiques de la tumeur, de l'antigène tumoral. Dans les patients atteints de CPNPC, c'est les cancers bronchiques non petites cellules. Étudier l'expression des récepteurs inhibiteurs, que je l'expliquais tout à l'heure, au niveau des cellules, c'est les lymphocytes infiltrant les tumeurs, dans les patients CPNPC. Et enfin, voir l'impact de l'expression des récepteurs PT1 sur les TIL cytotoxiques CD8+. Pour cela, le modèle expérimental a été d'une part d'utiliser des biopsies de patients ayant une tumeur CBMPC. J'ai récupéré ces tumeurs que j'ai dissociées mécaniquement et enzymatiquement. Pour cela, j'ai ensuite effectué un tri cellulaire sur la base de la taille. D'une part, j'ai récupéré les cellules de petite taille qui correspondent à lymphocyte T infiltrant la tumeur lectine, et d'une autre part, des cellules de grosse taille qui représentent des cellules tumorales autologues. Sachant que ces cellules sont autologues à cette cétine. En temps normal, ces cellules peuvent reconnaître l'antigène de ces tumeurs et liser tout simplement. De notre part aussi, j'ai pu récupérer le sang périphérique du patient afin de récupérer les cellules moléculaires de sang périphérique qui sont les PBMC. Dans mon étude, on sait que les PBMC, ce sont les lymphocytes spécifiques d'un antigène, mais ils sont en état inactivé, comparé aux TIL qui ont pu migrer dans la tumeur et qui sont dans un état activé. Le premier but était de comparer ces TIL en état activé par rapport aux PBMC qui sont dans un état inactivé.
Pour cela, j'ai récupéré mes titres, j'ai regardé le taux de lymphocyte TCD3 qui est la population principale de lymphocytes T. On a en général 83% de la population qui sont les CD3. Ensuite, excusez-moi pour l'image, j'ai comparé 13 échantillons de TIL par rapport à 19 échantillons de PBMC, chacun de façon différente, afin de voir s'il y a des gènes qui ressortent. On a pris 3 critères. Le fold change 2, c'est la puissance d'expression d'un gène dans les TIL par rapport au PBMC. On a pris un seuil de 2. La p-value, on a pris une 10 puissance moins 10 afin de prendre les gènes significativement exprimés qui ne sont pas des faux positifs. Et enfin, on a pris l'intensité des centres en 2000. C'est dans la technique des puces à l'ADN. On a plusieurs centres qui reconnaissent plusieurs régions d'un gène. Par contre, de temps en temps, il faut prendre les centres qui sont hyper exprimés afin de prendre vraiment les gènes qui sont exprimés à l'état basal. On a pu avoir 103 gènes, dans 33 gènes qui sont surexprimés et 70 gènes qui sont sous-exprimés. Grâce aux différentes databases, afin de les classer, on a pu les classer en différentes fonctions: l'adhésion, l'activation, l'apoptose, l'inflammation, la régulation de l'ADN et d'autres fonctions non connues. Mais nous, le plus important était de voir les gènes qui étaient surexprimés dans les titres par rapport au PBMC. Ce qui nous intéresse, c'est surtout les 33 gènes. Au niveau des 33 gènes, on les a pu les classer. On a eu 5 fonctions principales. Principaux, c'est l'adhésion, l'épuisement, l'immunosuppression, l'activation et l'apoptose. Ce qui montre bien que nos lymphocytes T sont spécifiques de la tumeur, mais expriment les récepteurs inhibiteurs et activateurs. Comme je disais tout à l'heure, on a les récepteurs inhibiteurs qui est PD1, GITR, TIM3, CTLA4 et LAC3, et aussi les récepteurs activateurs. On a le 4-1BB, OXO40, INICOS. De même, on peut voir que ces lymphocytes sont dans un état d'apoptose car elle exprime tous les gènes de la voie apoptotique. Mais à ce niveau, c'est uniquement du gène, c'est toujours du profilage. Nous, on a voulu confirmer ces gènes par rapport à un échantillon. Pour cela, par la technique RT-PCR, on a essayé de confirmer ces gènes. Et cette fois-ci, on est encore plus spécifique. On a comparé les TIL CD8+, par rapport au PBMC. Et on retrouve aussi qu'au niveau de la signature moléculaire, qu'elle exprime bien les récepteurs activateurs, OXO40, ICOS, 4-1BB, et aussi les récepteurs inhibiteurs, TIM3, GITR, CTLA4 et PD1. Alors, nos lymphocytes sont spécifiques de la tumeur, en une signature moléculaire qui sont de type exostomiant, qui veut dire épuisé, mais parce qu'à un moment donné dans la tumeur a des capacités à réprimer, à inhiber l'activité spatocytique de ces lymphocytes. Nous, on a voulu savoir la mécanistique de cette inhibition. Pour cela, une fois qu'on a récupéré nos TIL, CD3, CD8+, CD103+, qui sont dans la tumeur, on a voulu quels sont leurs phénotypes. Est-ce qu'ils sont mémoire, effecteurs? Parce qu'on a un lymphocyte, au travers sa maturation, son activation, passe par plusieurs étapes. On a naïf, effecteur mémoire, et à la fin, il peut entrer dans un état d'énergie apoptotique. On a regardé le marqueur CD69, CD28, CD27, ce sont des marqueurs d'activation, c'est des protéines membranaires qui montrent que ce lymphocyte est activé. CD62F, qui est une lectine, c'est une protéine qui montre que le lymphocyte est inactivé. CD45RA, RO, CCR7, ce sont des protéines qui nous permettent de voir si ces lymphocytes ont s'ils sont en mémoire, s'ils reconnaissent l'antigène, s'ils ont déjà été au contact de l'antigène de la tumeur. Et enfin, on essaie de voir CCR5, CCR6, ce sont des récepteurs de chimiokine. C'est pour voir si le lymphocyte peut migrer du sang à la tumeur grâce aux chimiokines. Au travers des résultats, j'ai pu voir que ces lymphocytes sont là, j'ai vu sur 5 patients que nos lymphocytes avaient un phénotype dit effecteur mémoire. De plus, comme ils expriment CD103, CD62L, 69 et CD27, ils sont de signature moléculaire PRM, ce qui montre que ce sont des lymphocytes activés dans la tumeur et qui n'ont pas la capacité de ressortir. Et ce sont ces lymphocytes qui peuvent induire la liste de cellules tumorales.
Et pour confirmer ce phénotype, je rajoute 3 marqueurs qui est BCL2, qui est une protéine anti-apoptotique, CD127, qui est le récepteur d'une interleukine, c'est l'IL7 alpha, et CALRG1, qui est une protéine inhibitrice au niveau inhibitrice. On voit bien qu'elles sont positives pour BCL2, ça veut dire qu'elles sont anti-apoptotiques, moyennement pour CD127 et négatives pour CALRG1, ce qui confirme notre phénotype de dire effecteur mémoire de type TRN. À ce stade, on a récupéré les lymphocytes, ils sont spécifiques de la tumeur, ils sont dans la tumeur, on veut voir leur fonction. Puis, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous, le but au niveau de la signature moléculaire des ADN, on a vu que PD1, TIM3, CDA4 est exprimé. Pour confirmer cette expression, on a utilisé la technique cytométrie reflux. Là, j'ai effectué sur 12 patients, on voit bien que PD1, TIM3 sont bien exprimés sur un lymphocyte T CD103+, par rapport à CD103 qui sont non spécifiques de l'antigène. On rebranche CTLA4 dans ce modèle, il n'est pas vraiment exprimé, sachant que CTLA4, c'est une molécule qui est en essai clinique dans le mélanome, dans différents d'autres cancers, et il est en phase 3. Le seul souci avec CTLA4, il y a beaucoup d'effets secondaires. C'est pour ça qu'on essaie de trouver d'autres molécules qui pourraient remplacer CTLA4. Alors ces récepteurs, comme je vous ai dit, ils sont au niveau des lymphocytes T, mais un récepteur seul ne peut pas faire la fonction. Il faut automatiquement un ligand. Alors les ligands, en temps normal, ils devraient être sur la cible tumorale. Pour cela, on a pris le cible tumorale qu'on a récupéré ex vivo sur la base de la taille. On a fait le marquage ELCAM CMH classe 1. ELCAM, c'est un marqueur de cellules épithéliales. Et CMH, pour voir si elle présente bien l'antigène tumoral à la surface, on a regardé le cadérin, qui est le ligand de CD103, car le cadérin, c'est une protéine épithéliale, pour voir si il y aurait possibilité d'une interaction entre le cadérin et CD103. PD1, qui est le ligand de PD1, égale à TIM9, qui est le ligand de TIM3. Ce qui montre que si la tumeur exprime ces deux récepteurs, elle peut bloquer, et le lymphocyte T exprime le ligand, là on a les récepteurs, la cible tumorale peut bloquer le lymphocyte T. Alors à ce stade, on a un outil qui exprime le marqueur d'activation, c'est les 69, CD28, c'est les 103, et aussi il exprime aussi les récepteurs inhibiteurs PD1 et TIM3. D'un autre côté, on a les cellules tumorales autologues qui expriment ELCAM, c'est CD80 parce que c'est deux molécules. D'une, c'est un marqueur épithélial pour confirmer que c'est une tumorale, et de deux, elle exprime aussi les ligands de ces récepteurs, galactine 9 par rapport à TIM3 et PDL1 par rapport à PD1. Le but est de voir si l'interaction du ligand avec le récepteur pourrait induire l'énergie, la mort des lymphocytes T. Et cela va permettre l'échappement des cellules tumorales. D'une part, on va regarder l'impact des récepteurs checkpoint, parce que on dit checkpoint en anglais, mais c'est des points de contrôle pour la réponse immunitaire, qui sont PD1 et PD3, sur l'induction de la mort par ACV, c'est la mort par activation du lymphocyte. Parce qu'une fois que le lymphocyte est activé, il inhibe la cellule tumorale, à un moment donné, il s'inhibe de lui-même. Et d'une part, on va essayer aussi de déterminer le rôle de PD1 dans l'activité cytotoxique de ces lymphocytes. Alors, j'essaie d'expliquer un petit peu le modèle expérimental. On a nos cellules tumorales qui expriment les ligands. On a le lymphocyte T qui exprime les récepteurs. On a mis en coculture 37 degrés pendant 4 heures. Et on vient pour faire le dosage par stométrie de la protéine, de ce marquage annexine 5 PI. Un marquage qui montre si le lymphocyte rentre en apoptose. Parce qu'une fois que le lymphocyte rentre en apoptose, il exprime une protéine qui est l'annexine 5 qui est au niveau du cytoplasme, qui va sortir au niveau de la membrane et qu'on pourra doser si la cellule est en voie d'apoptose. Les résultats nous montrent que nos lymphocytes CD103+, sont bien positifs pour annexine 5 PI, ce qui montre que nos lymphocytes, lorsqu'ils sont en coculture pendant 4 heures, on voit bien qu'ils rentrent en apoptose. C'est par rapport à CD103 négatif, ce qui montre que les lymphocytes qui ne sont pas spécifiques de l'antigène, qui ne devraient pas être au plein de l'antigène, on voit bien qu'ils ne rentrent pas dans l'apoptose. Par contre, par rapport aux cellules qui sont spécifiques de l'antigène, on voit bien qu'ils rentrent en apoptose.
À ce niveau-ci, l'hypothèse est de dire qu'un lymphocyte T, qui est spécifique de la tumeur, et qui exprime les récepteurs PD1 et TIM3, la logique, que s'il rentre en apoptose, c'est à cause de ces récepteurs, parce que c'est eux qui induisent la mort. Qu'est-ce qu'on a voulu faire? On est venu avec des anticorps bloquants, alors un anti-PD1, un anti-TIM3 et un anti-TIM3 plus PD1, combinaison des deux. De plus, on a fait un point de contrôle qui est IgG1, pour ce qui est notre contrôle à l'état basal. On voit bien qu'avec IgG, la mort est à 24%, ressemblant à la 3 patients, 24%. Avec l'anti-PD1, on diminue à 19%, l'anti-TIM3 à 16%, et les combinaisons des deux, on a 10%. Là, cette diminution, on la retrouve au niveau des 3 patients. Et si on fait la moyenne de ces diminutions en général, on voit bien que l'anti-PD1, on a une augmentation, c'est une diminution de l'apoptose de 5%. L'anti-TIM3, on a une diminution, mais qui n'est pas significative. Et la combinaison des deux, on voit bien qu'on a presque jusqu'à 8% plus ou moins 5%, 5%, ce qui montre que TIM3 diminue l'apoptose, mais la moyenne le plus significative, c'est surtout PD1. Alors pour le reste du travail, on va se consacrer uniquement sur la molécule PD1. On va essayer de voir son rôle sur la modulation de l'activité cytotoxique. Alors, on a essayé de voir aussi la molécule CD107A. CD107A, c'est une molécule qui est en temps normal au niveau des granules cytotoxiques. Pour ces granules, on retrouve à l'intérieur du coenzyme B et de la perforine. Ces deux molécules sont essentielles pour la vie tumorale. Alors, si le lymphocyte T sécrète ces granules, automatiquement CD107A, on va le retrouver au niveau de la membrane. Alors, ce qu'on a fait, on a mis une culture cellule tumorale par plus les tiques, sont les lymphocytes, 4 heures 37 degrés, et on a fait une analyse d'expression CD107A à la membrane, par spirométrie de flux. À l'état basal, ce qu'on voit, c'est que nos lymphocytes n'expriment pas CD107A. Et pourquoi? On s'est dit, comment ça se fait? Un lymphocyte qui est dans la tumeur, qui devrait être activé, n'exprime pas CD107A. L'hypothèse, c'est de dire que peut-être PD1 et PD1 ont eu une relation, il y a eu interaction des deux molécules, ce qui induit l'énergie des lymphocytes. C'est pour ça que nos lymphocytes ne sont plus activés. Pour ça, ils sont plus activés. Et dans la littérature, on connaît que lorsqu'on a un lymphocyte en état d'énergie, afin de le réactiver, il faudra juste venir avec l'IL2, l'interleukine 2, pour réactiver nos lymphocytes. Alors, on est venu avec 5 unités d'IL2, molécule recombinante, on voit bien que nos lymphocytes réexpriment CD107A, ce qui montre que nos lymphocytes à l'état basal sont inactivés dans la tumeur parce que peut-être, hypothèse, il y a eu interaction PD1 PD1. Et le fait de rajouter l'IL2, ça réstimule le système immunitaire et nos lymphocytes réexpriment CD107A. On remarque aussi que CD107A est principalement sur les lymphocytes spécifiques de la tumeur et non ceux qui ne sont pas spécifiques. Dans notre modèle, ce qu'on a voulu voir, c'est de voir si CD107A pouvait être modulé par PD1. Alors, sur 5 patients, on est venu voir l'expression CD107A, on a l'IgG, l'anti-PD1. Cette fois-ci, on est venu avec l'anti-PD1. Ça veut dire, d'une part, on vient pour bloquer le récepteur au niveau des lymphocytes, et de l'autre part, on vient bloquer le ligand au niveau de la cellule tumorale. Et en plus, on fait les deux blocages, ligand et récepteur. Parce qu'on voit bien que le résultat sur les 5 patients, c'est qu'à chaque fois qu'on bloque, on voit que CD107A est augmenté. Ce qui montre bien que PD1 régule bien l'expression de CD107A qui régule l'activité des lymphocytes. Mais si on fait une moyenne sur les 5 patients, on voit bien que l'anti-PD1, lorsqu'on le bloque, le lymphocyte a une meilleure activation. Il sécrète plus de granzymes, ce qui permet une meilleure ligne des cellules tumorales. PD1, c'est la même chose. Et on a un meilleur effet lorsqu'on bloque PD1 et PD1, où on a 12%. Sachant que PD1, il a un autre ligand, qui est PD1. C'est pour ça que lorsqu'on vient avec les deux, on bloque les deux récepteurs, on a un meilleur effet. Ce qui montre que le blocage de la voie de signalisation PD1-PD1 augmente l'expression de CD107A, ce qui montre qu'il augmente le relargage du granzyme par les tiques qui pourrait permettre une meilleure réponse immunitaire. À ce niveau-ci, on est toujours dans la mécanistique. On voulait voir au niveau de la lise de cellules tumorales. Pour cela, on a utilisé le test du relargage 3051. On prend nos cellules tumorales, on les bombarde avec le 3051 pendant 1 heure,
On vient avec nos TIL, et aussi, cette fois-ci, on vient aussi avec les anticorps bloquants. Sachant que les anticorps bloquants, on vient 1 heure avant la culture, on les met 4 heures et on analyse le taux de relâchage du camp 51 qui va nous permettre de voir le taux de lyse des cellules tumorales. Le résultat de voir, c'est que le lymphocyte T à l'état basal tue les cellules tumorales, mais on est à moins de 20%. L'anti-PD1 augmente, l'anti-PD1 augmente, et les deux, on a un meilleur effet. Ce qui montre que cette fois-ci, anti-PD1, PD1, lorsqu'on bloque, ça potentialise la réconciliation, l'activité toxique dans le lymphocyte T vis-à-vis des cellules tumorales autologues. Mais comme nous, ici, dans notre modèle, on prend les types, les types d'auto, on ne sait pas si ce sont des CD8 ou des CD4, parce que ce sont des lymphocytes T cytotoxiques. On est venu avec un anti-CMH classe 1. Anti-CMH classe 1, c'est la molécule qui est exprimée au niveau de la cellule tumorale qui reconnaît le TCR au niveau des CD8. On voit bien que pour ces 3 patients, lorsqu'on vient avec le blocage, on a une très bonne augmentation de la liste, PD1 et PD1. On passe de 10% jusqu'à 40%, sachant que ça c'est significatif. Par contre, quand on fait le blocage PD1, PD1 et on rajoute l'anti-CRM classe 1, on voit bien que la potentialisation de la liste est diminuée. Ce qui montre bien que la liste passe par le lymphocyte TCD8 et pas par les NK. Parce que dans notre modèle, les NK aussi ont un rôle important dans l'activation des lymphocytes. Elles peuvent aussi tuer les cellules tumorales. Mais ici, dans notre modèle, on montre bien que ce sont les lymphocytes TCD8+, qui tue la cellule tumorale autologue via la reconnaissance du CMH classe 1 par le PCR. Voilà, par le PCR. En conclusion, on voit bien que nos lymphocytes T, CD8+, et les 103+, qu'on récupère au niveau des biopsies de patients qui ont un cancer du poumon à l'antique cellule, sont bien des lymphocytes T activés qui résident dans la tumeur et qui ne peuvent plus ressortir parce qu'ils sont à ce niveau-ci afin de pouvoir liser les cellules tumorales. On voit bien que nos lymphocytes, même s'ils sont activés, ils expriment les récepteurs PD1 et TIL3, car à un moment donné, il faut bien réprimer et induire la mort apoptotique de ces lymphocytes. Enfin, le blocage de la voie PD1 et PD1 est important pour la suite, afin d'induire la mort des cellules tumorales autologues via les lymphocytes TCD8. Les perspectives à long terme, dans notre modèle, comme on sait que nos cellules tumorales autologues expriment PD1 et CMH, et TIL et nos lymphocytes expriment le récepteur, ça serait intéressant d'une part de venir sauver nos outils de l'épuisement, qui sont de la mort, par un blocage PD1, PD1. De plus, comme nos lymphocytes T expriment les récepteurs d'activation qui sont 4,1-BB, OXO40, ce sont les protéines de la voie TNF et ICOS. Alors, on vient d'un côté, on sauve nos lymphocytes, on vient de l'autre côté pour stimuler nos lymphocytes. On stimule nos lymphocytes pour qu'ils soient hyperactivés, et d'un autre côté, on enlève le frein de la mort de ces lymphocytes. Cela nous permettra pour l'avenir, c'est de comprendre le micro-environnement tumoral, de comprendre la relation entre la cellule tumorale et la réponse immunitaire. Parce que la meilleure compréhension nous permettra d'avoir de meilleures thérapies pour vaincre la cellule tumorale. Sachant que de nos jours, dans le cancer du poumon, il y a très peu de thérapies conventionnelles qui sont efficaces. Alors, la meilleure, pour le moment, c'est dans la chimiothérapie, comme le PD1 et PD1, ils sont en phase 2 d'essais cliniques. Et ça serait intéressant de combiner ces différentes thérapies à des thérapies actuelles. Ce qui veut dire que la compréhension du micro-environnement est un plus pour combattre la cellule tumorale. Je remercie mon équipe pour l'ensemble des travaux avec qui j'ai effectué, les différents partenaires sur les différentes plateformes d'imagerie, cytométrie et préclinique, et les différents collaborateurs, les anapathes, les statisticiens, les bioinformatiques, grâce à eux que j'ai pu avoir mon doctorat et soumettre mon article. Et je vous remercie encore pour m'avoir écouté.